Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc merci à tous d'être présents, à la fois ceux qui sont ici dans cette salle, mais les élèves des lycées de Lyon, Créteil et Kuala Lumpur qui sont actuellement en direct. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'animer une table ronde autour de deux sujets très importants, le verdissement et la politique du logement. Donc comment est-ce qu'on peut verdir aujourd'hui la politique du logement ? Donc, je suis Antoine Deruenne, je suis chef de service des politiques publiques à la Direction générale du Trésor et j'ai la grande chance d'accueillir aujourd'hui trois spécialistes. Alors, tout d'abord, Mariona Ségu, à droite, qui vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Cergy et chercheuse associée à l'Université de Barcelone. Vous êtes spécialiste de l'économie du logement. À votre gauche, Sonia Galton. Vous êtes chercheuse, professeure et co-responsable du master urbanisme et aménagement à l'école d'urbanisme de Paris et à l'université Paris-Est-Créteil. Voilà, donc nous sommes enchantés de vous recevoir aujourd'hui. Et enfin, à votre gauche, Vincent Ossius. Vous êtes chef du département économie-finance de France Stratégie. Vous êtes docteur en économie de l'université de Montpellier. Donc vous pouvez voir qu'aujourd'hui, on a des spécialistes dans des domaines différents, à la fois des économistes, mais aussi des spécialistes de l'urbanisme. Donc c'est intéressant d'avoir des regards croisés sur ce sujet très important. Alors si on parle verdissement de la politique du logement, je suis sûr que la première chose à laquelle vous pensez sont les émissions de CO2. En effet, le logement aujourd'hui en France, c'est 48 millions de tonnes de CO2 émis chaque année. C'est à peu près 11% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc quand on parle de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ça concerne beaucoup de secteurs, mais ça concerne aussi le logement. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la France s'est dotée d'objectifs très ambitieux sur ce sujet. La stratégie nationale bas carbone prévoit une baisse de 45% des émissions de gaz à effet de serre du secteur du logement à l'horizon 2030. Cette cible, déjà très ambitieuse, va être réévaluée dans le cadre de la stratégie nationale numéro 3 pour la mettre en cohérence avec les objectifs Fit for 55 de l'Union européenne. Quand on parle aussi économie de gaz à effet de serre, on ne peut pas ne pas parler de la question des passoires thermiques. Donc les passoires thermiques, ce sont tous ces logements qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Aujourd'hui en France, c'est 5,2 millions de passoires thermiques sur 30 millions de résidences principales. Là, j'ai parlé du sujet simple, celui auquel on pense tous, les gaz à effet de serre, mais verdissement de la politique du logement, c'est aussi la question de l'artificialisation des sols. Qu'est-ce que l'artificialisation des sols ? Eh bien, c'est le fait d'altérer de manière durable tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol. Et pourquoi c'est mal ? Simplement parce que ça contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre, de manière directe, parce qu'on détruit des puits de carbone, donc on détruit de la nature qui absorbe des gaz à effet de serre, indirectement, parce que ça participe à l'étalement urbain, ça participe aux émissions du transport, mais aussi parce que ça réduit la biodiversité. Donc quand on parle d'objectifs verts dans le verdissement, il n'y a pas que les gaz à effet de serre, il y a aussi d'autres objectifs, et notamment l'artificialisation nette. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France artificialise 25 000 hectares par an, en moyenne, sur la période 2011-2020, qu'on s'est doté d'objectifs de zéro artificialisation nette à horizon 2050, et que le logement contribue très fortement à l'artificialisation. En effet, aujourd'hui, on considère que les logements contribuent à plus de 60% à l'artificialisation nette des sols. Donc cet objectif ne peut être atteint que si le logement y participe. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Sonia Galton. Donc on a des objectifs très ambitieux en termes dans notre politique du logement, notamment en termes d'artificialisation des sols et de rénovation énergétique. Alors, je vais vous poser la question, tout simplement, comment est-ce qu'on peut arriver à réduire le rythme d'artificialisation et atteindre cet objectif ambitieux de ZAN, Z-A-N, zéro artificialisation nette. C'est beaucoup plus simple à dire que le mot artificialisation. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Comment on peut atteindre, c'est un peu difficile. Tout le monde y réfléchit et sans doute on a des solutions. Je voulais revenir sur les
les données que vous avez posées. Effectivement, 23 000 hectares d'artificialisation chaque année, ça peut paraître beaucoup. La Cour des comptes avait dit que ça représentait un département tous les 10 ans. On n'en est pas encore là, ou on n'en est plus là, puisque dans les années récentes, il y a eu un effort collectif, peut-être d'ailleurs anticipant ces directives de lutter contre l'artificialisation des sols, et on est plutôt à un petit département, 0,4% de la surface française en 10 ans, les départements représentent, enfin bref, c'est vraiment moins qu'un département, il faut arrêter de dire cela parce qu'il y a eu déjà des efforts. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette artificialisation des sols est très très concentrée dans les villes, et pour ceux qui font de l'économie, ça ne les étonnera pas, puisque l'artificialisation est liée au logement principalement, et que le logement, on a envie de le construire dans les centres urbains, et pas tellement à la campagne, ou moins à la campagne que dans les centres urbains. Donc il y a une concentration des envies de se loger en centre-ville, et donc de construire, et par suite d'artificialiser. Les activités économiques, elles artificialisent, bien sûr, mais c'est un peu une idée reçue, puisqu'elles ne comptent que pour 26% de l'artificialisation des sols. Donc 26, c'est un quart, c'est pas négligeable, mais le gros de l'artificialisation, c'est le logement. Il faut faire des efforts aussi pour les activités économiques, bien sûr, mais peut-être pas autant, ou du moins pas de la même façon. Alors l'autre point, si je puis me permettre, c'est qu'il faut aussi faire très attention aux agglomérats, aux clichés qu'on a en associant artificialisation, densité, périurbanisation. Et là, il faut faire très attention, par exemple, pour la densité. On peut faire de la densité en artificialisant les sols. Donc les choses ne sont pas synonymes. Il y a des... Voilà, on fait des efforts, les constructeurs, les aménageurs, moi je suis plutôt urbaniste, font des efforts pour rationaliser, on parle d'efficacité dans la consommation des sols, pour essayer de construire en économisant la surface au sol. Vous voyez, le bâti, ça monte, et on essaye d'économiser le sol. Effectivement, j'ai noté qu'en 2009, il fallait à peu près 6 mètres carrés de foncier pour 1 mètre carré de logement, et aujourd'hui, il faut 4,4 mètres carrés de foncier. Donc on a réduit, on a fait des efforts, c'est l'effort collectif des collectivités, des constructeurs, sans ménager, en essayant de ménager la volonté, les envies des habitants, parce que finalement tout ça c'est pour nous, c'est pour les ménages. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire, comment faire? La première chose, mais vous êtes sans doute au fait, c'est que artificialisation, c'est un mot intéressant, c'est une notion, donc la protection de l'artificialisation correspond à la protection de la qualité des sols. Mais pour autant, cette notion, et on est confronté en économie assez... Comment traduire ça dans les faits? Et la mesure, c'est vraiment galère. La loi pose des mesures, tout le monde... on ne sait pas donner un bon indicateur de la qualité des sols, un indicateur qui soit facile à mesurer, clair pour tous, et pour ceux qui font de l'économie, je les engage aussi à faire un peu d'environnement, un peu d'écologie. Moi, je ne le suis pas, je suis plutôt économiste qu'écologique, mais il faut s'y mettre pour essayer de comprendre ce qu'on fait en matière de qualité des sols. La deuxième chose, c'est la confrontation entre l'artificialisation et les choix de localisation. Je le disais tout à l'heure, les ménages ont envie de se loger, ils ont envie d'avoir de l'espace, et dans le centre-ville. Bon, il n'y a pas de la place pour tout le monde dans le centre-ville, et du coup, ça fait monter les prix, et du coup, ceux qui ne peuvent pas payer vont se mettre en périphérie et contribuent à artificialiser les sols en périphérie. Et ça explique le fait que l'artificialisation se fasse plutôt dans la première couronne, dans les pôles secondaires autour des grandes villes, parce que dans les grandes villes, c'est déjà tout plein. Il n'y a plus de place, et quand on construit en hauteur, donc on préserve l'artificialisation des sols. C'est bien, mais les années précédentes nous ont montré qu'il y avait des limites en matière de congestion, de qualité de l'air aussi, et puis surtout de hausse des prix. Donc il faut aller un petit peu plus loin, et c'est dans cette périphérie que les choses se passent. Donc c'est là où il faut se concentrer. Du coup, il y a un arbitrage assez important entre le coût individuel des ménages et le coût collectif. Le coût individuel des ménages, c'est se loger à moindre prix en périphérie,
Et le coût collectif, c'est préserver l'artificialisation des sols. Et on en est là, il faut avoir conscience de ça dans les raisonnements. Juste pour terminer la prospective pour 2023, eh bien, l'artificialisation des sols ne fait-elle pas monter les prix ? Effectivement, les prix bougent, et notamment en périphérie. Et donc, on allait en périphérie pour avoir des prix bas, et maintenant, la concurrence pour la périphérie fait que ça fait monter les prix. Et le ZAN risque d'accentuer ce phénomène. Et puis, le deuxième prospective, c'est que la production neuve est limitée, elle est en baisse. Pour 2023, on annonce une baisse de 20% des permis de construire. Effectivement, il y a de l'opportunité pour la rénovation, mais comment fait-on et comment va-t-on poursuivre? Donc, plus de questions que de réponses. Merci beaucoup, Sonia, pour cette introduction sur l'artificialisation. Et maintenant, je vais laisser la parole à Vincent pour nous introduire un petit peu le sujet de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Bonjour. La rénovation énergétique des logements est un enjeu absolument majeur, bien évidemment, pour la réduction de nos émissions carbone et la réduction de la consommation énergétique, puisque le bâtiment, c'est 45% de notre consommation énergétique. Les émissions, c'est 17% des émissions, et chaque fois, c'est 2/3 des logements qui expliquent ces émissions pour les émissions directes sur le territoire. Donc nous avons vraiment un enjeu absolument fondamental d'augmenter le nombre de rénovations énergétiques et surtout aussi leur performance, puisque nous en faisons aujourd'hui déjà beaucoup, mais très peu performantes avec peu d'économies d'énergie généralisées. Et donc on a vraiment un enjeu de montée en qualité et en puissance sur les rénovations énergétiques. Et là-dessus, l'enjeu, bien évidemment, c'est l'enjeu principal, le frein, c'est le financement, car pour les particuliers, les propriétaires, c'est souvent très compliqué de mobiliser des financements pour rénover leur logement. Et là-dessus, il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup d'aides publiques qui sont mobilisées. C'est de l'ordre de 5 milliards d'euros par an en aide pour la rénovation énergétique, sur un montant de l'ordre de 15 milliards d'euros d'investissement. Mais nous sommes, en termes de rénovation globale performante, sur un nombre en moyenne de 70 000 par an, alors que pour être sur la trajectoire de zéro émission nette, nous devrions être, à partir de 2023, à 370 000 rénovations énergétiques globales performantes de logements par an, et à 700 000 à partir de 2030. Donc nous avons un enjeu absolument fondamental d'arriver à trouver comment mieux financer et comment, bien entendu, faire monter en qualité, en performance, la rénovation énergétique. De ce point de vue-là, on peut le voir sur la diapositive suivante. Une des voies possibles, c'est de mieux mobiliser les économies d'énergie pour financer en partie la rénovation énergétique. Sur le parc de logements privés français, c'est de l'ordre de 1/3 du parc des logements qui pourrait en fait être financé par les économies sur la facture énergétique sur une période de 20 ans maximum pour le remboursement, en complément des aides publiques, avec un taux d'aide publique de l'ordre de 30%. Donc il y a vraiment un levier là à mobiliser. Bien entendu, les enjeux sont absolument fondamentaux aussi sur mieux mobiliser des matériaux bas carbone, donc des circuits courts pour alimenter donc la rénovation énergétique. Et par ailleurs, bien entendu, ça se coordonne avec l'objectif de zéro artificialisation nette, puisque un des leviers pour financer les rénovations énergétiques des logements, c'est par exemple pour les copropriétés d'accroître de 1 étage ou 2 étages la copropriété. Ça aide à financer la rénovation énergétique. Et bien évidemment, ça permet donc d'avoir des logements, de l'espace supplémentaire, des logements supplémentaires. Là-dessus, nous savons aussi que nous avons des enjeux fondamentaux, notamment dans les zones périphériques, sur les zones commerciales, puisque beaucoup des hangars, des boîtes commerciales sont bien entendu des espaces que nous pourrions optimiser pour construire des logements
au-dessus de ces zones commerciales, par exemple, où aussi nous avons un enjeu, bien entendu, de localisation d'entreprises et d'industries, et donc la mobilisation des friches industrielles qui sont encore très peu mobilisées dans notre pays de ce point de vue-là. Donc il y a vraiment des enjeux majeurs sur la rénovation énergétique et sur l'optimisation des espaces que nous avons déjà artificialisés. Merci beaucoup Vincent. Alors c'est très intéressant ce que Vincent vient de dire parce qu'il a donné un certain nombre de pistes justement pour permettre de faire des économies d'énergie. Alors c'est bien d'avoir des pistes et c'est vrai qu'on les étudie, mais c'est bien aussi de savoir si ces pistes qu'on poursuit sont efficaces. Et c'est là où interviennent les économistes qui, par leurs travaux d'évaluation, permettent justement de savoir si on dépense de manière efficace l'argent public. Et donc je vais laisser la parole immédiatement en fait à Mariona qui a travaillé spécifiquement sur un dispositif que vous connaissez peut-être, à savoir le prêt à taux zéro éco. En effet, c'est ça, merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous parler sur cet outil, ce dispositif qui s'appelle l'éco-prêt à taux zéro. Et je vais vous parler de notre étude dans laquelle on a fait une évaluation pour voir si ça a permis de faire monter le nombre de ménages qui font des rénovations énergétiques dans leur logement. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est ce dispositif. Donc, il s'agit d'un, comme le nom l'indique, c'est un prêt qu'on obtient auprès des banques. Et c'est un prêt avec un intérêt zéro. Okay? C'est un prêt qui peut s'utiliser pour financer la rénovation énergétique dans des logements de résidence principale. Important, pas de résidence secondaire, que de résidence principale. Ce dispositif a été mis en place en 2009 et l'État compense les banques qui offrent ce type de prêts. Okay, donc les banques ne reçoivent pas d'intérêt d'après leurs clients, mais c'est l'État qui derrière va leur compenser. Ce type de dispositif peut s'appliquer pour des rénovations dans des logements qui ont été construits avant 1990. Okay, ça c'est important cette caractéristique parce que c'est ça ce que nous les économistes on va utiliser pour évaluer l'impact de cet outil. Donc, notamment, ce qu'on va faire, c'est on va comparer le nombre de rénovations énergétiques qui se passent dans des logements construits avant 1990 et avec les rénovations qui se passent dans des logements construits après ça. Donc, si on regarde la diapositive suivante, on peut voir les pourcentages de rénovation pour ces deux types de logements. C'est dit éligible, donc construit avant 1990, et c'est non éligible, les plus récents. D'accord? Et puis la ligne verticale indique les moments où les dispositifs rentrent en place. Donc on peut voir tout de suite sur ces graphiques comme en 2009 et en 2010, il y a une légère montée du nombre de rénovations énergétiques, ce qui suggère qu'en effet, l'éco-prêt à taux zéro a réussi à encourager certains ménages pour mettre en œuvre ces types de rénovations. Si on regarde encore la diapositive suivante, on va comparer cette différence avec des méthodes statistiques et économétriques et on peut voir qu'en effet, les deux points que vous voyez après la ligne rouge nous indiquent qu'en effet, l'écart entre le taux de rénovation entre les deux groupes a été un effet différent pour les 2 années juste après la politique. Mais on voit aussi que cet effet disparaît toujours après. Okay? Ça veut dire que l'éco-prêt à taux zéro a été efficace que les 2 premières années de sa mise en place, ce qui est un peu choquant, ou en tout cas ça nous encourage à nous interroger qu'est-ce qui s'est passé après. Donc nous, dans notre recherche, on a essayé de tester différents mécanismes, et de côté demande et côté offre, et on a vu que, comme vous voyez dans ces diapositives, l'échec, qu'on pourrait appeler ça échec à moyen terme, est dû surtout à 3 facteurs. Les premiers, ça serait du côté offre, côté banque. Donc en effet, les banques, juste après la mise en place, étaient assez motivées par ce type de dispositif et ont voulu offrir ce type de prêts.
Mais au bout de 2 ans, ils ont vu que la mise en place était en pratique un peu compliquée, qu'ils avaient du mal à faire tout l'administratif qu'il y avait derrière, et ils se sont un peu découragés. Donc, notamment, ça c'est le cas quand on compare ce qui est l'alternative pour les banques. Okay? Donc, les banques peuvent soit offrir l'éco-prêt à taux zéro, ou soit offrir un prêt à la consommation, qui, pour le coup, les rapporte beaucoup plus que la compensation que les banques reçoivent en offrant l'éco-prêt à taux zéro. Et donc, c'est ces coûts d'opportunité qui ont les banques qui fait qu'ils vont offrir moins souvent l'éco-prêt à taux zéro. Et après, juste pour finir, pour côté demande, on a aussi quelques problèmes, surtout du côté du consommateur, de ménages qui restent encore peu informés de l'existence de ces dispositifs et les moyens d'y accéder. Et l'autre difficulté, c'est la multiplicité des dispositifs à l'œuvre, qui, en plus de l'éco-prêt à taux zéro, il y a d'autres dispositifs qui rendent un peu l'accès à ces aides un peu difficile. Donc voilà pour l'évaluation. Merci beaucoup Mariona. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a un dispositif qu'on a évalué, ce qui permet un peu de réfléchir à d'autres dispositifs. Et tout à l'heure, Vincent a signalé quelque chose de très intéressant qui est si on veut passer la transition écologique, il faut que ça soit un besoin de financement. Et ça peut être financé donc en partie par les gains futurs d'émissions. Mais en fait, comment en pratique on peut arriver à financer ce type de rénovation? Vincent, je crois que vous avez travaillé sur ce sujet. Oui, absolument. Nous avons travaillé justement sur un dispositif pour répondre aux enjeux, aux principaux obstacles de la rénovation énergétique. Donc la question du financement. On sait que même pour les particuliers qui pourraient éventuellement s'endetter, faire un prêt, beaucoup sont réticents pour s'endetter et faire le prêt. Et donc le concept sur lequel il va y avoir un appel à projet pour une expérimentation dans les prochaines semaines s'appelle Opérateur Ensemblier. Le concept, c'est une entreprise qui réalise la rénovation énergétique du logement, alors ça peut être de la copropriété, de la maison individuelle, porte l'investissement et se rembourse par un partage des économies sur la facture énergétique du logement. Elle récupère entre 75 et 100% des économies d'énergie en complément des aides publiques qui existent. Et bien évidemment, c'est un avantage absolument majeur puisque pour les particuliers, ils ne dépensent rien de plus que s'ils ne faisaient pas la rénovation énergétique. Puisque l'écart entre la facture qui aurait eu lieu s'ils n'avaient pas fait leur rénovation énergétique et l'écart entre la facture effective post-rénovation, c'est ce qui vient financer les investissements. Et donc, les particuliers profitent à la fois d'un meilleur confort de leur logement, puisqu'on sait que, bien évidemment, un logement bien rénové protège notamment des périodes de canicule et aussi du froid. On sait que ça génère pour les passoires thermiques des questions de santé. Donc c'est un enjeu absolument essentiel. Et bien entendu, un des gros avantages aussi, c'est que cette entreprise, l'opérateur ensemblier, qui coordonne l'ensemble des artisans et autres qui interviennent sur le logement, c'est l'interlocuteur unique entre le particulier et donc pour la rénovation énergétique de son logement, ce qui simplifie énormément. Par ailleurs, si l'entreprise maîtrise mal les travaux, la performance énergétique, c'est elle qui porte la perte de rentabilité. Et donc, les intérêts entre l'entreprise et le propriétaire du logement, les intérêts sont bien alignés, puisque l'entreprise a intérêt de faire une performance énergétique, une rénovation énergétique la plus performante possible et au meilleur coût. Et c'est aussi notre intérêt collectif, bien évidemment, que nous arrivions à les faire de cette manière-là. Et donc, les opérateurs ensembliers peuvent être des entreprises de différentes formes. Alors, en quelque sorte, alors pour la diapositive suivante, les avantages, comme bien évidemment, c'est la simplification,
c'est le fait que les particuliers n'ont pas à porter l'investissement, n'ont pas à dépenser plus que s'ils ne faisaient pas les travaux. Et bien évidemment, ce sont des opérations qui peuvent se faire au moment clé de la vie du logement, notamment au moment de la vente, au moment quand les particuliers veulent faire une rénovation de leur logement. Ils peuvent du coup passer par un système d'opérateurs ensembliers qui porte la partie de l'investissement qui est relative à donc la rénovation énergétique. Bien entendu, la part de je refais ma salle de bain, je refais ma cuisine, juste ça, c'est porté par le propriétaire. Et bien entendu, clairement, l'opérateur ensemblier peut réaliser des investissements, notamment pour faire de l'autoconsommation d'énergie, qui sont là également financés par la baisse de la facture énergétique, le rendement de ces investissements. Et par ailleurs, il peut aussi intégrer les besoins d'optimiser l'utilisation de l'eau, puisque nous savons que c'est un enjeu absolument essentiel. Et donc, clairement, nous savons qu'aujourd'hui, dans l'écosystème de la rénovation énergétique, nous avons un gros enjeu de manque de confiance des particuliers dans les entreprises avec lesquelles ils sont en contact, parce que c'est très difficile à gérer pour eux. Et on sait qu'il y a eu des paradoxes sur pas mal de rénovations énergétiques qui n'étaient pas efficaces, qui ne généraient pas des économies d'énergie, etc. Alors que là, justement, avec ce concept d'opérateur ensemblier, ça permettra de rétablir cette confiance, justement, puisque l'opérateur a vraiment l'intérêt identique au particulier d'avoir une performance énergétique au meilleur coût, et que si jamais il ne le fait pas, c'est lui qui porte les conséquences financières de ce point de vue-là. Alors bien évidemment, il y a un enjeu de financer ces entreprises, mais c'est plus facile de mobiliser par exemple l'éco-PTZ pour financer les opérateurs ensembliers plutôt que pour les particuliers. Et pareil également de mobiliser les institutions financières, les banques commerciales par exemple ou autres, d'aider à financer ces opérateurs ensembliers, par exemple les fonds verts qui pourraient émettre des obligations et qui financeraient donc ces rénovations énergétiques, puisqu'on sait que là il n'y a pas de risque que ces actions soient efficaces et réduisent nos émissions carbone ainsi que notre consommation énergétique. Merci beaucoup Vincent. Donc là, en fait, on vient de décrire plusieurs outils que la puissance publique peut avoir pour encourager les gens à aller dans une direction, à savoir faire des logements plus verts. Donc Marionna nous a parlé de l'éco-PTZ, donc ça veut dire que c'est l'État qui donne de l'argent pour subventionner le financement de la rénovation de logements thermiques. Vincent vient de nous parler du tiers-financement, donc c'est l'État est à la manœuvre au début pour essayer d'enclencher un nouveau dispositif qui présente justement l'avantage de répondre à un des problèmes habituels en économie, de principal agent, pour arriver à aligner les intérêts des différents intervenants. Mais il y a d'autres outils dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, et l'outil, c'est celui de la fiscalité. Or, la puissance publique, à la fois l'État, mais aussi les collectivités locales, ont à leur disposition d'autres outils, et notamment celui de l'impôt. Et donc là, je vais m'adresser à Sonia. Vous avez travaillé justement sur la fiscalité locale, et dans quelle mesure la fiscalité locale peut être un instrument intéressant pour réduire l'artificialisation des sols ? Oui, il y a beaucoup de discussions sur la fiscalité locale ces derniers mois que vous avez peut-être suivi. Il y a eu le Conseil des prélèvements obligatoires, la Cour des comptes, des rapports parlementaires qui annoncent que la fiscalité va résoudre les problèmes. La fiscalité, surtout la fiscalité locale, puisqu'on parle de territoire, de foncier, d'organisation territoriale, les collectivités locales ont en main des outils de fiscalité qui peuvent jouer sur le comportement des ménages, des agents économiques en général. Alors, dans deux sens, si je puis le synthétiser, soit vous avez une taxation supplémentaire
qui est mise sur les ménages à certains endroits, par exemple. On fait ça avec la taxe d'aménagement. Et les ménages ont une propension naturelle à essayer d'éviter la taxation et donc à aller là où c'est moins cher, là où ils payent moins. Et on arrive à réguler et à éviter donc des comportements qui seraient néfastes à l'environnement ou à l'artificialisation des sols. On peut aussi avoir des systèmes de détaxation où là on vous fait des rabais. On vous évite, on vous fait une exonération ou une réduction fiscale quand vous avez un comportement vertueux, écologique, et l'objectif, donc, et les deux façons de faire conduisent à une certaine régulation sur les comportements des ménages. Donc il y a des propositions. Nous avons, il faut rappeler que notamment la fiscalité foncière, la taxe foncière sur les propriétés bâties rapporte 30%, à peu près des 37, je regardais, j'ai mes notes, du budget des collectivités locales. Donc c'est une des premières ressources des collectivités locales. Donc elles ont moyen d'influencer les comportements. Jusqu'à présent, la fiscalité foncière ne le fait pas. Elle est taxée en pourcentage des mètres carrés bâtis, par exemple, et en pourcentage des terrains dont vous êtes propriétaire. Donc l'idée qui est en gestation, à la fois sur la fiscalité foncière ou sur d'autres impôts, c'est de faire une fiscalité, alors si je dis punitive, c'est pas correct, mais une fiscalité plus forte qui va vous permettre d'éviter de consommer des sols. Donc on surtaxerait les constructions qui ne seraient pas vertueuses, et puis on ferait un malus aux constructions non efficaces, et on mettrait une fiscalité, un bonus, une exonération fiscale aux bâtiments ou aux constructions qui seraient plus vertueuses en matière d'artificialisation des sols. Et en interrogeant les promoteurs, ils seraient tout à fait d'accord, surtout pour le bonus. Le malus, les gens ne sont pas d'accord. Mais pour le bonus, mes quelques entretiens ont dit que oui, s'il y a un bonus, on veut bien faire l'effort. Je crois que les constructeurs, d'ailleurs, sont en marche pour le faire. Et les individus, bien sûr, pour le faire. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple. Et là, on arrive sur la gestion de la fiscalité. C'est que ce n'est pas si simple à mettre en œuvre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne savait pas bien mesurer la qualité des sols, et donc les constructions vertueuses ou les constructions non efficaces. Donc si on veut les taxer, il faut d'abord connaître, comprendre et surtout mettre un indicateur. Donc ça, c'est le travail, je pense, de nos gouvernements, de nos parlementaires, de réfléchir avec les collectivités locales à essayer de calibrer ce bonus-malus. Et c'est vrai que ça pourrait marcher, à condition que ça soit simple, compréhensible et clair. Ça, ce sont les principes de la fiscalité. Il faut que ça soit simple, compréhensible et facile à mettre en œuvre. Or, facile à mettre en œuvre, c'est pas toujours... on arrive rapidement à des usines à gaz en matière de fiscalité. Et comme ce n'est pas compréhensible, les ménages, qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement le contraire, ou pas tout à fait, ce qu'on avait envie qu'ils fassent. Et là, on ne maîtrise pas. Je dis on parce que je me mets du côté des pouvoirs publics, mais je pourrais aussi me mettre du côté des ménages. Le ménage comprend un certain nombre de choses, et si ce n'est pas clair, il va essayer d'éviter l'impôt et de faire autre chose. Et ça, on ne sait pas bien le maîtriser. Et là, il y a un problème pour la fiscalité. Et les élus eux-mêmes, quand ils mettent en place leur fiscalité, ils naviguent à vue, ils ne savent pas très bien ce que ça va donner. Et donc, c'est un problème. Et il y a beaucoup d'élus qui, plutôt que d'avoir des effets négatifs, préfèrent ne pas faire. Donc il y a une pédagogie à faire auprès des élus. Les élus ont été confrontés ces dernières années à quelques exemples de taxes. C'était la surtaxe sur les terrains nus constructibles. Les contribuables sont venus, ont séquestré le maire et en disant maintenant tu arrêtes. Donc ça, c'est un risque qu'il faut avoir en tête. Donc essayons de faire une fiscalité, oui, ça peut marcher, mais il faut que ça soit claire, compréhensible et que tout le monde adhère. Adhérer à la fiscalité, c'est pas gagné. Si j'ai un petit moment aussi, il y a deux types de fiscalité. Alors je vais aussi, il y a la fiscalité, nous on dit sur les flux et sur les stocks. La fiscalité foncière, elle est sur les stocks, c'est-à-dire qu'elle taxe toutes les propriétés existantes en France. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de propriétés, donc ça permet aussi de rapporter beaucoup d'impôts. Mais c'est difficile à modifier parce que cette fiscalité-là, elle date de la Révolution française, donc elle est très ancienne, les gens sont habitués, puis les gens n'aiment pas, bon, ils payent, mais si on change, ils n'aiment pas trop changer.
Et puis, il y a la fiscalité sur les flux, donc sur les nouvelles constructions ou sur les transformations des constructions. Et celle-là, elle est plus facile à mettre en place parce que les contribuables ont un avantage en retour. Ils construisent, donc ils ont une amélioration de la qualité de vie, donc ils sont prêts à payer. Et cette fiscalité sur les flux, comme la taxe d'aménagement, comme la taxe dont tu vas parler, Mariana, elle est plus acceptée, elle est plus facile à mettre en œuvre, mais c'est un tout petit pourcentage des espaces construits. Les espaces construits représentent à peu près 1% par an des stocks. Donc, quand on taxe les flux, on arrive à des choses, mais on arrive à modifier 1% des espaces construits. Ça ne fait pas beaucoup. Mais on arrive, on réfléchit, et peut-être que sur ces impôts, on peut le faire. Peut-être que, et pour conclure, la fiscalité qu'on est en train de réfléchir sur les flux, donc sur les nouvelles constructions, elle n'aura pas tellement d'effet sur le stock, sur l'artificialisation des sols, mais elle aura peut-être un effet psychologique sur les comportements pour les modifier. Et c'est peut-être ce qu'il faut attendre. Mais attention, c'est risqué, surtout que la fiscalité, ça sert aussi à payer nos services publics. Et si on met des fiscalités d'évitement, on réduit la recette fiscale et les collectivités locales, elles veulent d'abord engranger des recettes, donc augmenter les impôts, pas pour vous aider à artificialiser, mais pour remplir les caisses publiques. Donc tout ça, c'est compliqué à mettre en place, mais tout le monde y travaille. Merci beaucoup, c'est très utile en fait parce que la taxe foncière, comme vous l'avez dit, c'est une taxe qui est sur tous les bâtiments. D'accord ? Donc tout le monde la paye, donc c'est une taxe sur le stock. Mais il y a aussi une autre différence sur le stock, c'est qu'il y a des logements qui sont occupés et des logements qui ne sont pas occupés. Donc on les appelle ou bien des logements vacants ou des résidences secondaires. Et il faut avoir en tête qu'en France, c'est 18,5% du stock de logements. Donc Mariana, je vais vous laisser la parole parce que justement, vous avez travaillé très spécifiquement sur une taxe qui visait les logements vacants. Oui, donc je vous expliquais donc, une évaluation qu'on a mis en place pour comprendre dans quelle mesure cette taxe a pu réduire le nombre de logements vacants. Okay, donc, tout d'abord, on peut s'interroger sur pourquoi on s'intéresserait à taxer les logements vacants. Non? Donc, en lien avec ce qu'elle disait Sonia, c'est vrai que donc, on a clairement un besoin d'avoir plus de logements pour loger de personnes qui sont en ce moment avec des situations de logement précaires. Donc il y a certainement cette demande de logement. Une des solutions pour ça, c'est de construire plus, mais avec les conséquences que cela a en termes d'artificialisation de sol, en termes de coûts, en termes de temps. Mais une façon peut-être un peu plus efficace et plus rapide, c'est d'essayer de mieux utiliser les stocks de logements que nous avons actuellement. Okay? Comment on peut faire ça? Donc, par exemple, en mobilisant tous les logements qui sont actuellement vacants. Je ne sais pas si on a les diapositives. Bon, sinon, je vais faire ça. Donc, cette taxe en France a été mise en place en 1999. Et elle a été juste mise dans certaines communes de France. Notamment, c'est les communes les plus urbaines, dans des unités urbaines plus densifiées, avec un marché du logement plus en tension, c'est-à-dire où la demande de logement était la plus élevée. Donc, dans notre étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de comparer ces communes qui ont reçu la taxe en 1999 avec un groupe de communes qui étaient aussi urbaines, mais qui n'étaient pas censées, qui n'étaient pas taxées, ou cette taxe, elle ne s'appliquait pas. D'accord? Donc, cette étude, ça nous permet de trouver deux groupes qu'on peut comparer pour voir si la taxe a été efficace pour réduire le nombre de logements vacants. Donc, en comparant ces deux groupes, on a vu qu'en effet, les communes où cette taxe a été appliquée ont vu une réduction du nombre de logements vacants de 13%. Donc, ça montre que la fiscalité peut en effet être un outil qui
qui impacte les comportements des gens et qui encourage les propriétaires à mobiliser ces logements qui étaient inutilisés auparavant. Dans notre étude, on trouve aussi que cet effet s'applique surtout sur les logements qui étaient vacants pendant longtemps, qui avaient été vacants pendant 2 ans ou plus. Donc, c'est vraiment la vacance de long terme qui réagit plus vite à ce type de fiscalité. Et l'autre élément important qu'on a trouvé, c'est que la plupart des logements qui étaient auparavant vacants et qui ont été mobilisés grâce à cette taxe, c'est des logements qui sont devenus de résidences principales. Donc, soit ils ont été vendus à des propriétaires qui les ont utilisés comme sa résidence principale, ou soit la moitié d'entre eux ont été mis en location. Et du coup, ils sont devenus la résidence principale de nouveaux locataires qui ont maintenant utilisé ces logements. Donc, ça montre en effet que juste avec cette taxe sur le logement vacant, c'est un outil qui peut en effet être efficace pour mobiliser de logements qui étaient inutilisés et du coup pour faire monter le nombre de résidences principales sans pour autant produire une artificialisation du sol en le faisant. Merci beaucoup Mariona, merci beaucoup à tous les intervenants. Donc on vous a présenté un panorama assez large à la fois du constat sur pourquoi est-ce qu'il faut verdir la politique de logement, quels sont nos objectifs, mais aussi le type d'outils qu'on peut mobiliser, des outils qui marchent bien, des outils qui marchent moins bien. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation et on se tient à votre disposition tous les 4 pour répondre à vos questions si vous en avez. Oui. Allez-y, parlez fort. Merci. Ce que je propose, c'est de prendre 2-3 questions. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. D'accord. Oui, je veux faire 2 réflexions. La première concerne la mesure d'efficacité des dispositifs d'aide à la rénovation de logement. À mon sens, le critère final ne doit pas forcément se limiter au nombre de logements rénovés, mais à la baisse effective des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. Ce n'est pas forcément exactement la même chose. Et la deuxième question, vous avez indiqué qu'elle était surtout due à la création de logements, qui était symptomatique des zones de subvention. Mais à côté de ça, en France, il y a plein de territoires, de petites et moyennes, qui sont en stéphane. Et pourquoi au contraire, donc qu'est-ce que la solution, c'est d'être plutôt dans une politique d'aménagement du territoire que dans le fait de construire des logements existants. Et là, on revient à une réflexion qui est faite dans la remarque sur le rôle des et de la planification dans cet aménagement. Je vais laisser d'abord la parole à Mariona, peut-être. Oui, donc peut-être je commence par la fin. Donc sur cette question de l'importance, c'est pas le nombre de rénovations, mais l'efficacité énergétique. Donc en effet, vous avez tout à fait raison. Donc le seul problème, c'est que cette efficacité énergétique est beaucoup plus compliquée à mesurer. Et donc, nous avons commencé par regarder sur le nombre de rénovations. Dans notre étude, on peut regarder aussi sur les dépenses énergétiques, donc combien d'argent a été dépensé en énergie. Et on trouve aussi des effets sur les dépenses énergétiques. Donc on voit que cette hausse de rénovation sont accompagnées d'une baisse de dépenses énergétiques dans les logements qui ont rénové plus. Et ce qui est plus intéressant peut-être, c'est que cette
baisse de dépenses, elle ne disparaît pas à partir de 2011, mais elle continue. Parce qu'une fois les logements, ils ont fait les travaux, donc cette baisse, donc cette efficacité énergétique continue au-delà de ces années. Donc oui, en effet, c'est tout à fait une meilleure variable. Le problème, c'est que c'est un peu plus difficile de mesurer empiriquement. Oui, pardon. Je me permets de répondre. Ça marche? Non, ça marche. Voilà. Parce que en tant qu'urbaniste, puisque je travaille dans une école d'urbanisme, et votre remarque sur les villes en déclin est tout à fait pertinente. C'est vrai que ça rejoint les logements vacants, c'est vrai que ces villes en déclin, elles ont des problèmes, d'autant plus qu'elles surbanisent, elles ne sont pas en déclin partout, elles surbanisent en périphérie et donc elles accentuent l'artificialisation des sols dans leur périphérie. Il y a des travaux qui ont été menés il y a une politique publique pour essayer de revitaliser les centres-villes des villes en déclin. Mais on se heurte, et je voudrais attirer cette attention-là, on se heurte sur le comportement des ménages. On peut essayer de revitaliser une ville à condition qu'il y ait des gens qui aient envie d'y aller. Et pour avoir envie d'y aller, eh bien, il faut déjà qu'il y ait un transport en commun. Il faut que les logements soient aux normes. Or, dans les villes en déclin, dans ces centres-villes, ils ne sont pas aux normes. Ça veut dire beaucoup, on rejoint la rénovation, beaucoup d'investissements personnels, donc de l'investissement public, les transports en commun, peut-être une salle de cinéma, pour donner envie de venir, surtout une école, bien sûr, et puis des investissements privés pour rénover. Et puis finalement, il faut avoir envie. Alors actuellement, après le Covid, on est dans un temps supposé et non vérifié. Des études ont montré que ça risquait de faire comme le prêt à taux zéro. Il y a eu une envie d'exode et puis maintenant on s'aperçoit que c'est compliqué. Donc les gens ont peut-être envie d'aller dans ces villes en déclin, mais il y en a qui sont tellement loin de tout que personne n'a envie d'y aller. C'est pas qu'ils n'ont même pas envie d'y aller, c'est qu'ils ne pourront pas travailler. Ils ne pourront rien faire. Donc, problème d'envie, il faut aussi organiser le territoire pour donner envie. Sur les bureaux, la transformation des bureaux en logement, on y a travaillé, mais je pense que c'est plus votre... Donc, je voulais juste dire que les études montrent... Donc, il y a des aides, il y a des tas de choses, mais les études montrent que là aussi, la localisation, ça sera ma contribution, il faut regarder où les bureaux sont placés. Parce qu'on peut convertir des bureaux à condition que ce soit possible et qu'on y arrive sur le plan économique. Mais pareil, si on reconvertit des bureaux, je ne sais pas, à Massy-Palaiseau, enfin à Massy, ce n'est pas un bon exemple, mais loin des pôles de vie, ça ne marchera pas. Mais je m'arrête là pour vous donner. Vous aurez des compléments. Alors, on sait également que sur la transformation des immeubles de bureaux en immeubles de logement, un des facteurs bloquants, c'est que lorsqu'on passe d'un critère à l'autre, clairement, il est très difficile ensuite de revenir dans le sens inverse. Et donc, pour le propriétaire de l'immeuble, ça le freine énormément. Et on sait que nous avons beaucoup de bureaux vacants. Et donc, il pourrait être utilisé pour faire des logements temporaires avec des équipements temporaires, notamment en particulier ciblés sur les publics qui ont besoin de logements temporaires. Et de ce point de vue-là, il peut y avoir des incitations, y compris fiscales, où lorsque un propriétaire, donc souvent une entreprise qui possède un immeuble de bureau, fait un équipement, notamment c'est des équipements qui permettent de transformer des espaces de bureau en logements, mais qui se démontent facilement. Il y a notamment une association toulousaine, la Bulle, qui fait ce genre d'équipement. Et pour que ça puisse se développer, puisqu'on sait notamment qu'on a pour les populations défavorisées, pour les étudiants, il y a des enjeux vraiment de logement, souvent pour des périodes courtes, pour les jeunes travailleurs, etc. Et là, en mobilisant beaucoup mieux les bureaux vacants pour pouvoir les héberger avec un équipement qui est un équipement qui se fait
à 1 000 ou 2 000 euros du mètre carré, donc, et qui peut être ensuite enlevé facilement et déplacé dans un autre bureau. Et du coup, comme l'entreprise sait que si à un moment donné, elle veut revenir sur l'utilisation de son bâtiment comme bureau, elle pourra revenir, parce qu'aujourd'hui, la réglementation la bloque dans ce sens. Et par ailleurs, bien évidemment, il faudra aussi lever quelques réglementations sur les caractéristiques des logements, puisqu'on sait qu'on a un enjeu, notamment sur l'accès à la lumière du jour, puisque les immeubles de bureaux sont généralement plus larges. Et donc, les zones intérieures ont moins de lumière que ce qui est exigé pour les logements. Et donc là, on peut faire des exonérations temporaires de ces réglementations parce qu'on sait que nous avons vraiment besoin de logements intermédiaires pour notamment une grande partie de la population. Nous avons 300 000 personnes à la rue en France. Et par ailleurs aussi des grands enjeux, comme je le disais, sur le logement de personnes en difficulté, d'étudiants. Et donc mieux mobiliser cette part importante des immeubles de bureaux qui ne sont pas utilisés, ça serait une solution. Alors bien entendu, pas la solution à tout, mais une solution complémentaire. Et par ailleurs, bien évidemment, pour les immeubles de bureaux qui changent de manière permanente en immeuble de logement, là, on peut aussi lever certaines réglementations qui aujourd'hui freinent effectivement cette transformation, quoi. Sur l'enjeu de l'aménagement du territoire, c'est absolument essentiel, bien évidemment. Nous savons que, contrairement à la dynamique qui, sur les dernières décennies, ramenait toutes les populations vers les grandes agglomérations, nous avons une dynamique légèrement différente ces temps-ci qui rééloigne des populations des centres-villes. Et donc les enjeux là-dessus sont bien évidemment d'avoir des transports publics qui permettent de répondre donc à la demande de transport et bien évidemment aussi les équipements numériques parce que le développement du télétravail permet à certaines personnes de s'éloigner de leur lieu de travail. Et par ailleurs, clairement, nous avons un enjeu dans notre pays sur la mobilité des personnes, d'aider à la mobilité, puisqu'il y a des personnes qui sont dans des grandes métropoles, qui souhaiteraient pouvoir aller dans des villes moyennes, dans des petites villes, même éloignées, mais qui, bien évidemment, sont face à une situation complexe. S'ils bénéficient déjà d'un logement social, comment s'assurer qu'ils auront droit au logement social dans la ville où ils vont aller, comment s'assurer qu'ils auront droit à un job, comment s'assurer que le compagnon ou la compagne également, pareil pour les enfants de la famille. Donc avoir un paquet comme ça qui permet d'accompagner vraiment les personnes qui souhaitent bouger, changer de ville, aller vers des petites villes, et en particulier celles qui ont connu une baisse de leur population et qui ont souvent des logements vacants, et y compris aussi des entreprises très en recherche d'employés. Mettre en place un paquet d'accompagnement comme ça pourrait être très efficace, en particulier. Alors ce paquet, bien évidemment, centré en particulier vers la part de la population qui n'a pas les moyens de bouger facilement, de changer facilement de ville de résidence. Merci à tous les trois. Alors, je crois qu'il y avait aussi une question sur le diagnostic de performance énergétique. Donc, pour rappeler à tout le monde ce que c'est, c'est le fameux ABCDEF qui est affiché quand vous achetez un logement, que vous en louez un. Donc, en fait, c'est un dispositif qui change de rôle en fait avec le temps, parce que à l'origine, c'est quelque chose qui était assez informationnel, pour informer les futurs propriétaires ou futurs locataires de ce qu'ils allaient payer. Éventuellement, ça pouvait être aussi utilisé pour eux s'ils avaient une fibre un peu plus écologique, de savoir ce qu'ils allaient économiser comme utilisation d'énergie. Aujourd'hui, c'est un diagnostic qui est en fait de plus en plus utilisé en termes de politique publique, à la fois pour définir ce que c'est qu'une passoire thermique, pour définir certaines obligations. Donc c'est un dispositif qui est de plus en plus important. Donc en fait, il a été rénové récemment, puisque en 2021, on a changé les règles.
Voilà, alors après, comme tout outil, il est nécessairement imparfait, hein, parce que résumer en une lettre l'intégralité en fait, des caractéristiques d'un bâtiment, ce n'est pas nécessairement évident. Donc je pense qu'on pourrait discuter du paramètre alpha et bêta dans le calcul. Après, ça reste quand même des outils qui sont très importants, parce que c'est aussi aujourd'hui, quelqu'un qui achète ne peut pas dire « je ne savais pas ». Que le bâtiment a des enjeux de performance énergétique avec plus tard des conséquences à la fois en termes de coûts, mais aussi d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'obligations de rénovation. Voilà. Alors, je peux prendre une dernière question parce qu'on a dépassé le temps. Tout en haut. Est-ce que vous parlez un peu plus fort parce que... Je vous propose de descendre, en fait, de vous rapprocher. Bonjour à toutes et à tous. Justement, je voudrais m'attarder sur la question de Madame Guelton. Vous parlez. Allô? Ah, voilà. Madame Guelton, vous étiez en train de vous attarder sur la construction en hauteur. Aujourd'hui, on sait que dans la région parisienne ou à Paris même, il y a beaucoup de logements anciens ou de nouvelles constructions qui tentent à se développer du côté de la gentrification. Et justement, c'est ce qui crée une sorte de l'éloignement des classes populaires des centres urbains. Et en Île-de-France, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants, dont j'en fais partie aussi, qui sont obligés de s'éloigner de Paris et des centres urbains. Et un autre point aussi, c'est que les entreprises de construction, déjà, en fait, ce sont des particuliers, donc ils ne s'intéressent pas du tout à la cause environnementale. Et on voit justement que les anciens pavillons des banlieues populaires autour de la périphérie se transforment en des sites très gentrifiés qui accueillent des populations plus aisées, ce qui crée un fossé en fait entre qui éloigne en fait les classes populaires de la région parisienne. Donc, quelle solution vous proposez alors pour ce phénomène? Alors, la surélévation. Il y a le problème de surélévation et de gentrification, et peut-être la deuxième partie j'ai loupé la deuxième partie de la question. Il y a aussi une réflexion importante sur comment surélever et où surélever. Donc techniquement, c'est pas facile partout, c'est pas faisable partout, hein. Il faut une structure. Donc il y a un surcoût sans doute par rapport, ça dépend des lieux. Si c'est une maison, on peut la surélever facilement. Si c'est un immeuble de 5 étages, il n'est pas prévu pour en avoir 5 de plus. Donc ça, c'est pas, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Mais il y a des aides. Il y a des aides et puis il y a une réglementation qui donne la possibilité de surélever. Et à Paris, pour l'instant, la possibilité de surélever n'est accordée qu'au logement social. Donc, ça résout un petit peu la gentrification. Mais on peut l'ouvrir. Donc, vous n'êtes pas, je ne suis pas forcément à jour. Donc, il y a des restrictions de législation. Mais c'est vrai que ça va donner, comme si on surélève dans les centres où tout le monde veut aller, les prix ne vont pas baisser. Ça va rentrer dans le phénomène hausse des prix et il va falloir payer le prix du marché pour s'installer. Et du coup, les étudiants, mais pas seulement les étudiants, en général tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et des moins jeunes qui n'ont pas il y a quand même beaucoup d'habitants qui n'arrivent pas à se payer les logements dans le centre, vont aller plus loin en périphérie. Ça, c'est un mouvement ancien, traditionnel. Pour le réguler, la ville de Paris a mis énormément de logements sociaux centre-ville, et pourtant le problème reste là. Donc c'est au-delà des questions d'artificialisation, c'est vraiment un problème ancien de puissance de politique publique. La question de la gentrification, elle est posée.
il y a des expérimentations de plafond de prix, il y a des expérimentations de logement social, on travaille sur les offices fonciers solidaires, donc il y a des expérimentations, mais c'est difficile, et c'est pour ça que je reviens, c'est difficile de lutter contre l'envie d'aller au centre qui fait monter les prix. Parce que le centre, il est tout petit, et si tout le monde veut loger, ben c'est celui qui veut payer qui l'emporte, qui peut payer qui l'emporte. Donc les pôles secondaires dont monsieur parlait sont des options qui ne sont pas désagréables pour la qualité de vie et qui peuvent répondre à la question du prix. Un grand merci à tous et aux intervenants. Merci beaucoup.